Good evening. It was a scene right out of an action-packed Hollywood movie. Bloody gun battles between cops and robbers on the streets of suburban Los Angeles today. He must have fired over 500 rounds. Unbelievable. It was like a war zone, and he just kept doing it. And the cops were all pinned down. One of them was bleeding pretty bad. The guys walked in, they looked like they were RoboCop. I mean, they were so heavily armed, and they looked dangerous. The one weapon that we've identified can go through a bulletproof vest at 200 yards. These are very organized, brutal bank robbery suspects. They're killers. La fusillade de North Hollywood. C'est l'histoire d'un braquage de banque qui a très mal tourné. Un hold-up surréaliste, digne d'une scène de film, ou devrais-je dire, digne d'un jeu vidéo à monde ouvert. Ce qui s'est passé à Los Angeles ce matin du 28 février 1997 était pourtant bien réel. Ce jour-là, deux hommes lourdement armés et à la corpulence imposante décident de réaliser un casse extrêmement brutal. Un vol complètement raté qui se transformera rapidement en une énorme fusillade. Deux braqueurs contre près de 400 policiers, parmi lesquels se trouvent des membres du SWAT, le tout en plein Los Angeles et retransmis en direct à la télévision. Du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Avec un arsenal impressionnant d'armes à feu illégalement modifiées, les deux bandits vont en effet tirer sur tout ce qui bouge pour tenter de fuir la scène de crime. Civils comme policiers, personne n'est à l'abri des balles perforantes qui fusent de partout. Certaines de leurs armes de guerre tirent 10 balles à la seconde. Une puissance de feu tout simplement stupéfiante et insensée pour un braquage de banque. De l'autre côté, les policiers, qui n'ont que des armes de poing et des fusils à pompe à faible portée pour rivaliser, tentent de contenir l'avancée des deux bandits. Mais les balles qu'ils tirent ne font que les chatouiller, parce qu'en plus de leurs armes de guerre, les braqueurs sont équipés de protection par balles de la tête aux pieds. Larry Phillips Jr. et Emile Matasareanu. Ce sont eux les deux hommes à l'origine de ce braquage insensé. Deux types passionnés d'armes à feu et de musculation qui s'étaient rencontrés à une salle de sport en 1989 pour ensuite lier une amitié sur fond de haine envers la société. Deux braqueurs déterminés que la mort ne semblait pas effrayer et qui pendant près d'une heure feront régner un climat de terreur à Los Angeles. Deux braqueurs dont on ne sait pas vraiment s'ils étaient venus pour voler une banque ou pour faire la guerre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont réalisé l'un des braquages les plus violents de l'histoire. Si violent qu'on l'appelle aujourd'hui la fusillade de North Hollywood. Quand on pense au braquage de banque aux États-Unis, on pense aux années 30 et à l'époque des John Dillinger, Babyface Nelson, Pretty Boy Floyd ou Bonnie and Clyde. Une période de l'histoire américaine où les vols à main armée pullulaient. La Grande Dépression frappait les États-Unis de plein fouet. Elle avait créé une atmosphère de détresse économique, ce qui avait conduit de plus en plus d'individus à braquer. Résultat, une augmentation affolante des hold-up dans le pays, au point où certains parlent d'âge d'or des braqueurs de banque lorsqu'ils évoquent ces années-là. Mais bon, heureusement, cette tendance a été freinée au bout d'un moment. Et les décennies suivantes ont été, disons, plutôt calmes en termes de vol à main armée. Les autorités avaient réussi à mettre un terme à cette incroyable hausse de la criminalité, et on pensait que tout cela appartenait au passé. Sauf que, pas du tout, puisque les braquages de banques connaîtront une véritable résurgence à partir des années 60. Plus précisément entre 1965 et 1975, où les attaques à main armée montent en flèche, passant de 850 à près de 3500 par an. Une hausse spectaculaire, vous me direz, et pourtant, ça ne s'est pas arrêté là. Oui, car la tendance s'est poursuivie dans les années 70, puis dans les années 80, avec 5500 braquages rien que pour l'année 1985. La courbe continue de grimper alors jusqu'à atteindre des chiffres encore plus délirants lors de la décennie suivante, avec près de 7900 braquages pour l'année 1990 et 9388 pour l'année d'après. Une véritable épidémie de vol à main armée, dont l'épicentre se trouvait tout à l'ouest des États-Unis, à Los Angeles, la ville que l'on surnommait « capitale nationale du braquage de banque ». Un titre peu enviable, je vous l'accorde. Comme moyen d'attraction touristique, on a connu mieux. Mais croyez-moi, la Cité des Anges méritait bien cette distinction.
En fait, il suffit de se pencher sur les statistiques criminelles de l'époque pour comprendre. Bien, vous vous souvenez, lorsque je vous ai dit que l'année 1991 comptabilisait plus de 9300 braquages? Eh bien, dites-vous que le quart de ce chiffre ahurissant venait du seul comté de Los Angeles. Ouais, 2355 braquages, rien que pour cette année-là. Le pire, c'est que ce n'est même pas le plus haut total enregistré par la ville, parce qu'on a encore l'année 1992, où le pic est cette fois atteint, avec 2641 attaques à main armée. Grosso modo, 7 braquages de banque par jour, soit un braquage toutes les heures ouvrées. D'ailleurs, il y en a tellement eu dans les années 80 et 90 qu'Hollywood s'est intéressé au phénomène en produisant certains des plus grands films de braquage de banque se déroulant en Californie du Sud. Point Break notamment, sorti en 1991, et surtout la référence des films de braquage sorti en 1995, Heat. À cette période, Los Angeles était donc en proie à des braquages qui ne cessaient d'augmenter. Si les chiffres étaient inquiétants, ce qu'il était encore plus était la violence brutale avec laquelle les gangsters opéraient durant ces vols à main armée. La plupart d'entre eux étaient en effet équipés comme s'ils partaient en guerre. Mitraillettes, fusils d'assaut, gilets pare-balles. On avait l'impression qu'avec cette nouvelle vague de braqueurs, la fin justifiait les moyens et que rien ne pouvait les empêcher de dérober le butin qu'ils s'étaient fixé. Au point où certains se sont dit que s'ils devaient tuer, eh bien ils le feraient. Ce qui a alors transformé les braquages de banque en opérations violentes et récurrentes à Los Angeles est ce fameux casse réalisé le 5 septembre 1991. Ce jour-là, 2 hommes, faisant partie des West Hill Bandits, un gang de braqueurs bien connu des services de police, entrent dans une agence de la Wells Fargo située quartier Tarzana à Los Angeles. Lourdement armés et grimés, ils font alors preuve paradoxalement d'une politesse déconcertante au moment de braquer. Ils rassemblent clients et employés et leur demandent de rester calmes en leur disant tout naturellement « Profitez du spectacle ». Dès lors, l'établissement est dévalisé en moins de 2 minutes. De vrais professionnels, il n'y avait pas de doute. Et courtois qui plus est, puisqu'au moment de quitter les lieux, ils lancent aux otages un joyeux « Merci à tous !» Les 2 braqueurs étaient alors repartis ravis, avec un sacré pactole en poche. 437 000 $. Un butin record pour la juridiction de Los Angeles de l'époque, qui sera, hélas, révélé par erreur au grand public par un employé de la banque. Parce que c'est véritablement à partir de ce moment-là que les choses vont prendre une autre tournure. Car parmi les personnes mises au courant, il y avait certains criminels de la ville qui se léchaient déjà les babines en entendant le montant de la somme dérobée. Ils avaient désormais la preuve qu'il était possible de gagner de grosses sommes d'argent en dévalisant les banques de Los Angeles. C'est le cas de Robert Sheldon Brown, dit Casper, un membre éminent du gang des Crips, qui s'est dit que les braquages pouvaient effectivement être une bonne idée de business. En l'espace de quelques semaines, il envoie alors des dizaines de bandes armées d'adolescents braquer les banques de la ville. Des mômes souvent à peine âgés de 13 ans, qui feront régner la terreur dans toutes les banques où ils passeront. Car, contrairement aux West Hill Bandits, qui étaient polis et méticuleux, eux sont nerveux, indisciplinés et surtout extrêmement violents. Les Baby Bandits, comme le FBI les appellera, se présentaient en effet dans les banques en tirant des rafales de coups de feu à tout va au plafond, quand ce n'était pas sur eux-mêmes ou leurs complices. Lorsqu'ils attaquaient, personne n'était alors épargné. Il arrivait notamment que les guichetiers se fassent frapper inutilement à coups de crosse, ou que les clients otages voient leurs alliances brutalement arrachées de leurs doigts par les Baby Bandits. Alors, bien sûr, leur amateurisme les a desservis, au point où ils se sont fait capturer en masse par les autorités. Mais plus il y en avait de capturés, plus Casper en renvoyait. Les jeunes adolescents gangsters pullulaient, et Casper n'était, disons, jamais en manque de personnel. Ainsi, grâce à son armée de Baby Bandits, il a pu réaliser plus de 175 braquages, soit plus que toute autre personne dans l'histoire des États-Unis, et ce, en ne participant à aucun d'entre eux. Si Los Angeles a obtenu le titre de capitale du braquage de banque dans les années 90, dites-vous donc que c'est en grande partie grâce à lui. Tout comme la hausse soudaine de la violence commise durant ces mêmes hold-up à cette période. Et même si Robert Sheldon Brown sera plus tard arrêté, d'autres personnes vont lui emboîter le pas. Comme ces 2 jeunes hommes qui avaient sans doute trop regardé Heat et qui vont à leur tour s'essayer au braquage de banque dans une violence tout aussi extrême et gratuite. 2 types qui n'étaient autres que Larry Phillips Jr. et Emile Matassarino, les auteurs de la fusillade de North Hollywood.
Nous sommes au milieu des années 90 et la période faste des vols à main armée semble terminée. Le nombre de braquages à Los Angeles diminue en effet drastiquement, passant de 2641 lors du pic de 1992 à 749 l'année suivante. La principale raison, l'arrestation du chef des Baby Bandits en 1993. Une arrestation qui permet aux policiers de LA de souffler un peu, du moins jusqu'en 1996, année durant laquelle un autre groupe de braqueurs va faire son apparition. Le duo qui nous intéresse, bien évidemment, et dans lequel on retrouve Larry Phillips Jr. et Emil Matassarino. Mais revenons un peu en arrière pour mieux comprendre le passé de ces deux hommes. Larry Phillips Jr., d'origine mexicaine et italienne, est né le 20 septembre 1970 à Los Angeles, au sein d'une famille pas tout à fait comme les autres. Son père, Larry Phillips Sr., connaît en effet plusieurs démêlés avec la justice au cours de sa vie, ce qui ne va alors pas faciliter l'enfance de son fils. On dit que c'est le père qui aurait incité Larry Phillips Jr. à prendre le chemin de la délinquance, en projetant notamment sur lui la haine qu'il avait à l'encontre des policiers. D'après Larry Phillips Sr., cette haine serait apparue lors du 6e anniversaire de son fils, lorsque des agents du FBI sont intervenus chez lui, arme à la main, pour l'arrêter. Il dira « Larry détestait les flics à cause de ce qu'ils m'avaient fait. Il savait qu'à chaque fois que j'étais à la maison, j'avais l'impression d'être en danger. Il savait qu'à chaque fois que j'étais en contact avec des flics, c'est qu'il se passait quelque chose de grave. » Une autre version dit que le père aurait aussi influencé son fils lors de balades en montagne, ce qui aurait créé chez Larry une aversion pour les forces de l'ordre, une haine qui le suivra toute sa vie. Plus tard, ses parents divorcent, et désormais, Larry vit avec sa mère, bien que son père continue de le voir et de jouer un rôle dans sa vie, en l'emmenant notamment s'essayer aux armes à feu dans des stands de tir. Séances qui feront naître chez le jeune homme une véritable passion pour les armes. À 13 ans, il abandonne l'école. Oui, parce que ce qui intéresse Larry, c'est l'argent. Il veut s'enrichir vite et compte bien y arriver en s'inspirant de ses idoles, qui n'étaient autres que des grands noms de la criminalité en col blanc à l'origine de milliards de dollars de fraude. D'après le demi-frère de Larry, il n'était dès lors motivé que par l'argent et le pouvoir. Larry voulait vivre le rêve américain, mais malheureusement, il a décidé de s'y prendre de la mauvaise manière. Il idolâtrait les mauvaises personnes. Arrive donc le moment où l'inévitable se produit. Le 2 septembre 1989, Larry commet son premier méfait, un vol de costume d'une valeur de 400 $, pour lequel il sera arrêté et jugé et qui lui vaudra un séjour de 3 jours au poste de police. Puis les mois passent et de nouveaux ennuis judiciaires surviennent. Cette fois, à cause d'activités immobilières illégales, un crime pour lequel il paiera encore. Mais Larry ne semble pas retenir la leçon et continue de persévérer dans cette voie. Sa soif de richesse, en plus d'un ressentiment à l'égard des règles de la société, ne fait que grandir. Il lui arrive alors d'emmener son demi-frère dans les quartiers riches de la ville pour le motiver, selon lui. Il lui disait notamment « Pourquoi ne t'imagines-tu pas dans cette maison ? Parce que la société t'a dit que tu devais travailler de 9h à 17h, chaque jour, et ce jusqu'à ta retraite à 65 ans. » La richesse, c'est ce qui animait donc Larry Phillips Jr. Un peu comme le bodybuilding, une autre de ses passions qu'il pratique assidûment, et qui lui fera d'ailleurs rencontrer le second protagoniste de la fusillade de North Hollywood, Emil Matassarino. Le Gold's Gym de Venice Beach, c'est la salle de sport où se rencontrent Larry et Emil pour la première fois. Larry, passionné de culturisme, rêve en effet de devenir le nouveau Arnold Schwarzenegger depuis qu'il est adolescent. Il veut percer dans cette voie, car il se dit que ça peut être un bon moyen de devenir riche. Il s'investit donc à fond, il lit pléthore de livres sur le sujet et s'entraîne régulièrement. Malheureusement, devenir une star du bodybuilding n'est pas donné à tout le monde. La génétique jouant beaucoup, Larry prend conscience que son rêve restera à jamais inaccessible et met alors un terme à son ambition de devenir Mister Olympia. Une désillusion qui ne va toutefois pas l'empêcher de rester discipliné dans sa pratique, puisque Larry continue d'aller au Gold's Gym, jusqu'au jour où il fait la rencontre d'un autre habitué de la salle, également passionné de musculation et d'armes à feu. Emil Matassarino, d'origine roumaine, est né à Timișoara en Roumanie le 19 juillet 1966.
Il est le fils unique de parents qui décident de quitter l'Europe au milieu des années 70 pour s'installer aux États-Unis, à Los Angeles. À l'image de Larry, Emile connaît une enfance difficile, mais pour d'autres raisons. Il est en effet régulièrement la cible de moqueries de la part de ses camarades de classe, en raison de son accent roumain et de son surpoids. Un harcèlement constant qui va dès lors le pousser à rester cloîtré une bonne partie de son temps chez lui devant son ordinateur. Une période durant laquelle il développe sa passion pour les armes à feu. Il réussit tout de même à se faire quelques amis, mais ne les garde jamais bien longtemps. C'est un jeune homme socialement inadapté, comme le décrit sa mère. À la maison, des tensions apparaissent lorsque les parents d'Emile commencent à se disputer de plus en plus. Le divorce n'est pas loin, mais Emile semble supporter pour le moment cette situation. Il poursuit ses études et effectue un cursus de 3 ans en ingénierie électronique qui lui permet d'obtenir un diplôme en 1987. Quelque temps plus tard, il ouvre alors son entreprise dans le domaine de l'informatique. Sa mère veut qu'il continue ses études, mais lui désire à tout prix entrer dans la vie active pour commencer à gagner de l'argent. Les querelles parentales, toujours aussi récurrentes, et la pression qu'il subit vont par conséquent progressivement lui peser, ce qui va provoquer chez lui des problèmes de crise de colère. Comme la fois où il achetait une tronçonneuse au visage de son voisin parce que son chien avait osé marcher sur leur pelouse. Dès lors, les ordinateurs et les armes ne suffisent plus à soulager le stress d'Emile, que les voisins voient souvent sur le perron de la maison en train de nettoyer ses armes à feu. Le besoin de canaliser sa colère va ainsi l'amener à une autre passion, qui va dans un premier temps lui faire perdre plus de 50 kilos, mais qui va aussi l'amener à rencontrer son futur partenaire de crime, Larry. Ça se passe donc en 1989 au Gold's Gym de Venice Beach à Los Angeles. Emile, qui s'entraîne régulièrement dans cette salle, fait la rencontre d'un homme qui va radicalement changer sa vie. Un jeune homme qui, tout comme lui, apprécie le soulevé de fonte et les armes à feu, et qui va bientôt l'embarquer dans une série de crimes effrénés. Oui, parce que c'est Larry qui va clairement s'imposer comme le leader dans cette nouvelle amitié, au point où il manipulera Emile psychologiquement. Car d'après le demi-frère de Larry, Emile n'était que le suiveur dans le groupe. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point mon demi-frère était un manipulateur. Il essayait de briser votre esprit et de le reconstruire pour que vous deveniez un membre de son équipe. Larry ne faisait entrer personne dans son cercle intime, à moins d'avoir des projets pour lui. C'est comme ça que Larry a contrôlé tous les aspects de la vie d'Emile Matassarino. Il lui a très probablement parlé de son ressentiment envers la police et la société, et est même allé jusqu'à l'influencer sur son choix de conjointe. Le demi-frère poursuit. Il a dit à Emile de ne pas épouser une Américaine, parce que Larry n'aimait pas la façon dont elle répondait. Emile n'avait même pas l'intention de se marier, mais il l'a fait parce que Larry le lui a demandé. Emile était en effet retourné en Roumanie au début des années 90 pour faire venir sa grand-mère aux États-Unis. Il en avait alors profité pour ramener une femme roumaine, avec laquelle il s'est uni plus tard. Larry, de son côté, était avec une femme d'origine hispanique. C'est donc cette amitié qui sera le déclencheur des événements qui se dérouleront à North Hollywood ce 28 février 1997. Une amitié somme toute banale, mais qui se transformera bientôt en une entente meurtrière. La ville de Los Angeles n'était décidément pas prête pour ce qui allait arriver. « 23 octobre 1993, Glendale, comté de Los Angeles. Larry Phillips Jr. et Emile Matassarino, à bord d'une Ford Thunderbird rouge, quittent une station-service à vive allure. À ce moment-là, Ian Grimes, un sergent de police situé non loin de là, les aperçoit et part immédiatement à leur poursuite. Après avoir réussi à les arrêter, l'agent leur pose alors quelques questions habituelles de contrôle. Devant les questions de l'officier, Larry semble hésitant au moment de répondre. Pire, Emile va mentir à l'agent en disant que la voiture appartient à la mère de Larry, alors qu'il l'avait louée dans un aéroport. Emile aurait dû savoir qu'avant de les arrêter, le policier aurait demandé une vérification de la plaque d'immatriculation, chose qu'il a évidemment faite par la suite. Devant l'hésitation de Larry et la tentative de tromperie de son ami, l'agent Grimes sent qu'il y a quelque chose de louche. Il invite donc Larry à sortir du véhicule et à le rejoindre à l'arrière pour le fouiller. Et là, qu'est-ce qu'il trouve ? Une arme. La suspicion de l'agent grandit de plus en plus. Il appelle immédiatement des renforts et quand ils ouvrent le coffre, surprise,
Ses collègues et lui découvrent tout un arsenal de guerre comprenant des fusils d'assaut, des mitraillettes, des engins explosifs, des gilets pare-balles, des fumigènes, bref, de quoi laisser bouche bée les policiers. Larry et Emile avaient-ils roulé à vive allure dans le but de se rendre en urgence dans une planque et cacher tout cet équipement ? Possible. Une chose était certaine, ils ne pourraient plus aller bien loin maintenant qu'ils étaient arrêtés. Larry et Emile sont dès lors identifiés par les policiers, puis condamnés à de la prison pour association de malfaiteurs en vue de commettre un vol, ce qui leur vaudra une centaine de jours de prison chacun. Ils purgent leurs peines respectives, puis sont libérés dans les rues de Los Angeles avec en possession une grande partie de leur arsenal. Bien sûr, ils ne vont pas retenir la leçon, et vont même s'apprêter à commettre leur premier braquage. Leur premier vol à main armée est un braquage de fourgon qui se passe en plein jour, le 14 juin 1995, dans le quartier de Winnetka à Los Angeles. Il est en effet 12h25 lorsque les deux hommes, cagoulés et munis de fusils d'assaut, braquent un blindé de la Brinks. À l'intérieur, deux agents de sécurité, dont Herman Cook, 51 ans, père de 2 enfants. « Baissez-vous et ne regardez pas !» ordonne l'un des bandits aux piétons avant de passer à l'action. Le braquage, d'une extrême brutalité, commence alors par des rafales de tirs sans sommation sur le fourgon blindé, sous les yeux d'une dizaine de témoins. Les bandits ne donnent même pas l'occasion aux agents de sécurité de leur remettre l'argent, ouvrant simplement le feu sur eux sans avertissement. Avec leur fusil d'assaut automatique à balles perforantes, ils ne laissent aucune chance à Herman Cook, qui meurt sous le feu des balles, tué à bout portant. Ils tirent ensuite sur son collègue et le blessent gravement, puis repartent avec un seul sac d'argent. 122 500 $, c'est le butin que Larry Phillips et Emile Matasareanu avaient pris ce jour-là au prix de la vie d'un homme. Même la récompense offerte pour leur capture s'avérera supérieure au montant qu'ils ont dérobé ce jour-là. 27 mars 1996, soit 9 mois plus tard. Larry et Emile s'attaquent à un autre fourgon blindé, avec un mode opératoire tout aussi direct et brutal. Ils se trouvent en effet dans une camionnette lorsque l'un d'entre eux, situé côté passager, tire sur le pare-brise d'un fourgon de la Brinks qui vient vers eux dans la direction opposée. Un des agents qui se trouve à l'intérieur est légèrement blessé par des éclats de verre, mais cela ne suffit pas à arrêter le véhicule transportant l'argent, qui accélère pour échapper aux assaillants. Larry et Emile font donc demi-tour pour essayer de le rattraper, mais n'y arrivent pas. C'est leur premier gros échec. Pour effacer leurs preuves, ils mettront alors le feu à leur camionnette avant de changer de véhicule et prendre la fuite. Étrangement, une scène qui n'est pas sans rappeler celle du film Hit, sorti 1 mois plus tôt. « 2 mai 1996. Le duo enchaîne avec un autre vol à main armée. Fini les fourgons blindés. À présent, ils décident de se lancer dans le grand bain en s'attaquant aux banques. Leur première cible, une succursale de la Bank of America, située dans le quartier de Van Nuys, à Los Angeles. Nous sommes peu avant 10h du matin quand les deux braqueurs, armés de fusils automatiques, surgissent dans l'établissement et tirent une dizaine de coups de feu dans le plafond. À l'intérieur, une trentaine de personnes prises en otage, dont plusieurs enfants, terrifiés par ce qui est en train de se passer. Certains d'entre eux pleurent, ce qui ne tarde pas à agacer les deux hommes, qui menacent carrément de les tuer si leurs mères ne les font pas arrêter de pleurer. Larry et Emile sont absolument sans scrupules. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et ce jour-là, ils vont en récupérer un bon paquet. Plus de 755 000 $. Puis le 31 mai 1996, rebelote. Larry et Emile s'attaquant à une deuxième agence de la Bank of America, non loin du lieu où ils avaient réalisé le braquage du blindé qui avait coûté la vie à Herman Cook, 1 an plus tôt. Le braquage commence à 10h05, avec un mode opératoire identique à celui utilisé au début du mois. Cette fois cependant, ils laisseront 2 guichetiers blessés derrière eux. Le montant volé est alors encore plus important que le précédent, presque 800 000 $, leur faisant un total de presque 1,5 million de $ en l'espace de 30 jours. Les enquêteurs étaient donc prévenus.
Pour la première fois, il voyait les 2 braqueurs qu'il recherchait à travers les caméras de surveillance. 2 braqueurs encagoulés, à la corpulence imposante et intimidante, marchant lentement, fusil d'assaut à la main. Un profil de braqueur atypique. Et ce qui saute surtout aux yeux des agents du FBI, c'est le temps mis par le duo pour réaliser les 2 hold-up. 6 minutes pour le premier et 8 pour le second, ce qui représente une éternité pour des braquages de banque. En fait, c'est comme s'ils ne semblaient pas pressés au moment de voler, gardant toujours le même rythme, y compris durant la fuite. Comme si, au final, ce n'était pas le braquage en lui-même qui les animait, mais la possible confrontation armée avec les forces de l'ordre. En découdre avec les autorités, peut-être que c'était leur but à la fin. Eh bien, si c'était leur souhait, ils allaient être servis. Ouais, car nous arrivons enfin au braquage qui nous intéresse. Celui qui opposera bientôt Larry Phillips Jr. et Emile Matasareanu à une armada de policiers en plein Los Angeles. La fusillade de North Hollywood n'était plus très loin. « 28 février 1997, Los Angeles. Ce matin-là, sur la Cité des Anges, la météo est douce et clémente. Le ciel bleu qui surplombe la ville laisse présager une journée agréable et ensoleillée. Un jour d'hiver comme un autre, dira-t-on pour les habitants de North Hollywood, qui ne se doutent évidemment pas que leur quartier sera bientôt le théâtre d'une des fusillades urbaines les plus violentes de l'histoire. Sur le boulevard Laurel Canyon, 2 hommes dans une Chevrolet blanche, aux vitres fortement teintées, descendent alors à vive allure en direction d'une banque située quartier North Hollywood. Larry Phillips Jr. et Emile Matasareanu sont fin prêts pour réaliser leur prochain gros casse. Avec eux, un arsenal impressionnant, dont plusieurs armes de guerre illégalement modifiées. Leur veste tactique déborde de chargeurs de munitions. Sur lui, Larry a près de 20 kilos d'équipement, dont des protections pare-balles faites maison qui le couvrent de la tête aux pieds. Emile, équipé plus légèrement, ne prend qu'une plaque balistique en métal pour protéger ses organes vitaux. Quelque temps plus tôt, ils avaient alors avalé des tranquillisants pour réduire le stress au moment de passer à l'action. 9h11. Le duo s'approche progressivement de la cible, une agence de la Bank of America à North Hollywood. La voiture se gare, mais chose étonnante, les braqueurs la positionnent face au mur. Une stratégie curieuse, dans le sens où un stationnement réalisé en marche arrière leur aurait permis une fuite plus rapide. Peu importe, le braquage va commencer. Larry et Emile mettent leurs cagoules et leurs lunettes de soleil. Larry fait une rapide vérification sur le scanner de police, qu'il possède illégalement, puis le top départ est donné. Il est 9h17 lorsque les 2 hommes sortent l'un après l'autre du véhicule. Leur montre est réglée sur 8 minutes, le temps qu'ils estiment avant l'intervention de la police. AK-47 à la main, ils se dirigent vers l'entrée de la banque. Leur corpulence de bodybuilder, ajoutée au lourd équipement qu'ils portent, leur donne l'allure de 2 monstres intimidants s'apprêtant à terrifier le monde. Allez, bouge, enculé! Le braquage commence lorsque Larry ordonne à un des clients de la banque d'entrer à l'intérieur de l'établissement. 2 policiers se trouvant à proximité de la banque voient alors cette scène surréaliste. Le casse vient à peine de commencer que l'alerte est déjà donnée. N'étant pas au courant de cela, Larry et Emile poursuivent leur vol. C'est un putain de hold-up! Puis, joignant le geste à la parole, les 2 mitraillent le plafond de l'établissement. La trentaine d'employés et de clients présents ce matin-là dans la Bank of America sont terrifiés. Dès lors, il ne faut pas longtemps pour que des voitures de patrouille du LAPD arrivent en trombe sur la scène du crime, sans savoir ce qui les attend vraiment. Dans la banque, Larry veille à ce que tous les otages restent immobiles. Une trentaine d'hommes, de femmes et d'enfants sont allongés sur le sol, horrifiés par le criminel qui arpente la salle et qui menace de mort tous ceux qui oseraient défier son autorité. Pendant ce temps, Emile s'occupe de récupérer l'argent. Il frappe alors une vieille dame de 79 ans qui n'obéit pas assez vite d'un revers de la main à la tête, puis tire une dizaine de coups de feu sur la porte de sécurité des guichets. La porte explosée, Emile se dirige ensuite dans la partie privée de la banque, là où se trouve la chambre forte et d'autres employés. Sortez l'argent, ou des gens vont mourir!
Parmi les employés se trouve le directeur adjoint de la banque, qui possède les clés de la salle des coffres. Voyant la détermination du braqueur, il va lui en donner l'accès sans résister. Ce qui n'empêche pas Emile de lui donner quand même un coup de crosse à la tête. Une fois arrivé dans la chambre forte, il s'énerve encore plus. Le directeur adjoint déverrouille les boîtes sécurisées qui ne contiennent que de petites liasses. Le grand sac noir du bandit ne se remplit pas assez vite à son goût. Ils avaient prévu un butin de 750 000 $ et tout ce qu'ils récupèrent ne représente que la moitié à peine, soit un peu plus de 300 000 $. Emile fixe furieusement son otage et lui demande à plusieurs reprises de sortir davantage d'argent. Mais à ce moment-là, c'est toute la fortune dont dispose la banque. Un silence inquiétant s'installe. Quand tout à coup, le braqueur mécontent tire en rafale avec son fusil d'assaut dans le plafond de la salle des coffres. De son côté, Larry continue de surveiller les otages en se déplaçant d'un côté à l'autre du hall de la banque, quand il remarque quelque chose de bizarre à l'extérieur. En effet, plus aucune voiture ne circule. Larry sort pour enquêter. Il scrute les alentours et voit une voiture de police garée sur sa droite. Mais pas plus préoccupé que ça, il retourne tranquillement dans la banque. Que personne ne me regarde, ou je vous tue! Larry s'énerve alors contre les otages puis tire avec son AK-47. À ce moment-là, les policiers ont déjà encerclé l'établissement. À couvert derrière leur véhicule, ils sont prêts à accueillir les malfaiteurs. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Car il va s'avérer que leurs armes de poing et leurs fusils à pompe à faible portée seront inefficaces. De retour dans la banque, Emile et Larry sont déçus. Le butin de 303 305 $ n'est clairement pas suffisant. Mais l'heure tourne et les policiers affluent de plus en plus. La confrontation semble inévitable. Un futur chaos s'annonce. Et le fait que les policiers n'aient pas eu suffisamment de temps pour nettoyer la zone de toute présence civile n'arrange rien. Oui, car de nombreuses personnes se promènent encore dans le quartier. Pour les braqueurs, c'est le moment de préparer leur sortie. Larry ordonne à l'agent de sécurité d'emmener tous les otages dans la chambre forte, puis les deux hommes se dirigent vers la porte de sortie, là où les policiers les attendent. Avec leurs armes de guerre et leurs multiples protections par balles, la future confrontation s'annonce déjà déséquilibrée. 9h24, Larry Phillips sort le premier du bâtiment. Il pointe son fusil d'assaut en direction des véhicules de police stationnés à une soixantaine de mètres de lui et tire. Le bruit des balles est assourdissant et résonne dans tout le quartier. Policiers et civils plongent au sol pour éviter les balles perforantes des fusils automatiques. Les voitures derrière lesquelles ils sont cachés sont transpercées comme du papier. Certaines balles ressortent même de l'autre côté de la carrosserie. Heureusement, personne ne se trouvait dans les véhicules ciblés, car la mort aurait été instantanée. Plus de 200 cartouches sont ainsi tirées par Larry, après quoi le malfaiteur se replie dans la banque. Cette première salve de tir fait déjà plusieurs blessés, dont 2 civils. Puis à 9h30, Larry fait sa réapparition, cette fois accompagné d'Emile, qui transporte le sac d'argent. Les rafales de coups de feu reprennent, mais de façon plus intense. John Caprarelli, agent de police présent ce jour-là, se souvient. Un seul AK-47 entièrement automatique fait déjà beaucoup de bruit. Mais lorsque Mata Sarinu a rejoint son complice dans le hall d'entrée, le son des 2 AK-47 a été un véritable cauchemar. Une symphonie de l'enfer. J'en reste encore marqué aujourd'hui. La pluie de balles atteint alors certains policiers, dont un grièvement, recevant une balle dans la cuisse qui explose son fémur. Pour les agents de police sur place, il est quasi impossible de rivaliser. Les 2 braqueurs disposent d'un arsenal bien trop supérieur. Un constat partagé par l'agent Caprarelli, qui se souvient: nous étions dans le pétrin. Par rapport à leur puissance de feu, nous avions des lance-pierres, et les balles rebondissaient littéralement sur eux. Notre puissance de feu n'ayant pas beaucoup d'effet, nous avons donc décidé d'aller nous approvisionner dans un magasin d'armes situé à proximité. Larry et Emile paraissaient invincibles, et pourtant, 2 policiers réussiront quand même à infliger les premiers dégâts, en blessant Larry Phillips. Situé à environ 200 mètres du forcené, l'un des policiers prend en effet un énorme risque en se mettant à découvert dans le but de toucher le braqueur dans le dos. Il tire 2 fois et réussit à blesser Larry au dos et à la fesse. Le bandit chancelle, puis se retourne, furieux, et arrose le policier de balles perforantes qui le blessent, lui et ses collègues.
situation devient de plus en plus tendue. Larry et Emile continuent de vider leurs chargeurs sur tout ce qui bouge. Policiers ou civils, personne n'est épargné. Les balles fusent de partout. Les braqueurs veulent ensuite sécuriser leur butin. Pour cela, Emile tire en continu pour couvrir son acolyte, qui part en direction de la voiture avec le sac d'argent, dans lequel se trouvent 3 engins anti-vol. Soudain, le dispositif s'active et les engins explosent, recouvrant toutes les liasses de billets d'encre rouge. Larry et Emile pouvaient dire adieu à leurs $300 000. La confrontation se poursuit, et chose étonnante, les deux bandits ne semblent pas vouloir s'enfuir. Ils vont en effet jusqu'à tenter de forcer un distributeur automatique à l'extérieur de la banque, alors même qu'une armada de policiers les encercle. Ne semblant pas pressé, Larry se promène tranquillement devant la banque, en tirant sur tout ce qui bouge, dont des hélicoptères de journalistes qui retransmettent la fusillade en direct à la télévision. We've just been informed that the suspect is shooting at our helicopter and the other helicopters. So I'm going to try to keep a picture with you, but we are being shot at this time. Pour Emile Matasareanu, c'est plus compliqué. Touché par plusieurs balles, dont une qui lui arrache l'arcade sourcilière, il est en état de choc et se met hors combat en s'asseyant dans la voiture côté passager, le temps de se ressaisir. À ce moment-là, ils auraient très bien pu prendre leur voiture et s'enfuir à toute vitesse. Mais non, au lieu de ça, ils continuent à se confronter aux autorités. Sans doute Larry devait-il prendre un malin plaisir à tirer sur les forces de l'ordre, lui qui avait une haine tenace du flic. Et puisque c'était le leader du duo, probablement qu'Emile l'a suivi. Pourtant, à un moment donné, on voit Emile tenter de convaincre son complice de s'en aller. Passant du côté conducteur, il ouvre en effet la portière côté passager afin de signaler à son complice qu'il est temps de partir. Mais Larry, ne semblant pas l'entendre de cette oreille, referme la portière d'un coup de hanche, l'air de dire « J'ai encore envie de m'amuser un peu. » Une scène qui montre donc que son collègue avait peut-être l'intention de mettre fin à ce carnage. Car oui, il est possible qu'Emile ait entendu dans son scanner radio l'arrivée du SWAT, qui était en chemin pour aider les forces de l'ordre sur place. Et se confronter au SWAT, l'équivalent du GIGN ou du RAID en France, était une autre paire de manches. Pour essayer donc de convaincre Larry de l'urgence de partir, Emile appuie sur l'accélérateur et fait avancer lentement la Chevrolet en direction de la sortie nord du parking. Larry le suit à pied et continue de tirer sur les cibles qui l'entourent. Après cela, il part s'abriter derrière un semi-remorque, tandis qu'Emile, toujours en train de conduire la voiture, semble vouloir l'attendre pour prendre la fuite une bonne fois pour toutes. Sauf que Larry n'est pas disposé à répondre à ses appels, occupé à réparer son arme qui s'est enrayée entre-temps. C'est alors qu'un agent de police, positionné juste en face de la semi-remorque, voit Emile Matasareanu dans la Chevrolet et commence à tirer. La balle traverse la fenêtre côté conducteur et passe à quelques centimètres du visage de Matasareanu. Surpris, ce dernier appuie sur l'accélérateur et tire fortement sur le volant, s'allongeant pratiquement sur les sièges avant pour tenter d'éviter les tirs. Larry est maintenant seul face aux policiers qui affluent de partout. Agenouillé à l'arrière du camion, il essaie toujours de désenrayer son arme. En vain. L'agent Caprarelli, posté en amont de la rue où se trouve Larry, arme de poing en main et à découvert, tire alors sur l'assaillant. Puis s'échappe rapidement pour éviter les rafales de Kalachnikov. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'arme de Larry est enrayée, ce qui empêche l'assaillant de riposter. L'agent Caprarelli continue donc de tirer sur Larry, qui commence à flancher. Une balle l'atteint en effet au niveau de l'artère de la clavicule droite, la sectionnant et occasionnant une blessure très sévère. Pour répondre, Larry sort alors son pistolet Beretta et contre-attaque en tirant quelques balles. Quand soudain, un autre policier le touche à la main droite, ce qui lui fait lâcher son pistolet. Il le reprend au sol, place le canon sous son menton et appuie une dernière fois sur la gâchette. 9h56, le premier assaillant de la fusillade de North Hollywood est mort. De son côté, Emile, dont la voiture a les 2 pneus arrière crevés et le pare-brise couvert d'impacts de balles, tente de voler un autre véhicule pour s'échapper. Pendant plusieurs minutes, il va essayer de voler toutes les voitures qu'il croise. Mais les 2 premiers carjackings échouent. Dans l'un d'entre eux, on le voit d'ailleurs faire un signe en direction de Larry, qui se trouve plus loin à 3 pâtés de maison à l'est, mort, entouré de policiers.
Émile tape à 2 reprises sur sa poitrine, comme s'il voulait lui dire un dernier adieu. Émile tente par la suite de voler un 3e véhicule, et ça y est, c'est la bonne. Une Jeep beige arrive en effet en sens inverse et se retrouve bloquée par la Chevrolet blanche du malfaiteur, qui, une fois arrivé à sa hauteur, tire sur le pare-brise de l'automobiliste. Le conducteur du pick-up, touché par des éclats au bras et au visage, ne cherche pas à comprendre. Il prend immédiatement la fuite. Émile dispose maintenant d'un moyen de sortie. Il transfère ses armes et munitions dans le pick-up, puis tente de faire démarrer la voiture. Problème, elle ne veut pas. L'automobiliste avait activé le coupe-circuit, rendant la Jeep inutilisable. C'est alors qu'une voiture de patrouille de police, avec 3 membres du SWAT à son bord, arrive à toute vitesse et se place en face du pick-up où se trouve Émile, qui essaie encore de démarrer la voiture. Voyant la voiture de police arriver, Émile quitte immédiatement le véhicule volé et se positionne à l'arrière de sa Chevrolet pour se préparer à faire face aux agents du SWAT situés à moins de 10 mètres de lui. Pour la première fois, la confrontation est à puissance de feu égale, les agents étant armés de fusils d'assaut. La fuite semble compromise pour le fugitif, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre le combat. Acculé derrière sa voiture, il est cependant rapidement dépassé par les rafales de balles du SWAT qui jaillissent de partout. Émile tente de riposter en tirant à l'aveugle, mais la plupart des balles se logent dans son propre pare-brise et sur le coffre de la voiture ouvert. Les policiers continuent de tirer sur Émile, qui reçoit plusieurs balles en pleine poitrine. Mais Émile est toujours vivant. La plaque de métal qu'il porte au thorax l'avait sauvé d'une mort certaine. Voyant l'assaillant toujours accroupi et en position de tir, les agents du SWAT ont ensuite la bonne idée de viser ses jambes, non protégées. Les coups de feu partent et touchent Émile à plusieurs reprises. Ses jambes criblées de balles, Émile n'a dès lors plus la force de continuer. Touché à 29 reprises, il perd beaucoup de sang et se résout à se rendre. Les agents du SWAT le mettent donc sur le ventre et le menottent. Émile, sourire aux lèvres, a alors encore la force de proférer quelques obscénités à leur encontre et les nargue même en disant « Tirez-moi une putain de balle dans la tête !» Il se videra de son sang sur le bitume et mourra avant que l'ambulance n'arrive. La fusillade de North Hollywood était enfin terminée. « 44 minutes de terreur. C'est ce que les policiers et les habitants du quartier vivront ce matin-là. Plus de 1700 coups de feu ont alors été échangés durant la fusillade de North Hollywood, dont environ 1100 rien que du côté des braqueurs, soit un tir toutes les 2 secondes. Un braquage raté qui fera 2 morts, celle de Larry Phillips Jr. et d'Emile Matasareanu en l'occurrence. Un véritable miracle quand on voit la violence de l'événement qui blessera en plus 8 civils et 12 policiers, dont 2 grièvement qui seront contraints de stopper leur carrière. Au bilan, on relève également 12 voitures de police détruites, ainsi que 85 véhicules civils touchés. Les centaines d'impacts de balles sur les murs reflétaient également l'horreur de ce qui s'est passé ce matin-là. L'heure était maintenant aux réparations et au nettoyage. Finalement, la fusillade de North Hollywood mettra en évidence le déséquilibre flagrant en termes d'armes à feu entre policiers et criminels. Il était impératif de corriger le tir, ce qui a été fait après la fusillade de North Hollywood, lorsque la police de Los Angeles, suivie des services de police de tous les États-Unis, s'est vue attribuer des fusils semi-automatiques pour éviter que d'autres incidents de ce type surviennent à nouveau. Plus tard, les policiers découvriront que Larry Phillips possédait une copie du film Hit chez lui, un film dont les 2 hommes se sont probablement inspirés pour réaliser leur braquage. Des armes à feu seront également saisies durant les descentes de police au domicile de Larry et Emile, mais la majorité de l'argent volé, soit environ 1,5 million de dollars de leur précédent braquage, ne sera, quant à elle, jamais retrouvée. Une histoire qui se termine donc sur un mystère.
Voilà, c'est la fin de cette incroyable histoire. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez bien entendu la liker et la partager. Vous récompenserez mon travail de la sorte. Je vous remercie pour tous vos commentaires de soutien sur ma vidéo sur Alcatraz. Ça m'a beaucoup encouragé. Merci aussi à toutes les personnes qui soutiennent mon projet de BD. Un projet qui me tient à cœur et qui est actuellement sur le point de se concrétiser. Oui, car il ne nous reste plus que quelques contributions pour finaliser la campagne. Pour les personnes qui ne seraient pas au courant, j'ai en effet lancé il y a 2 mois une campagne Ulule pour réaliser le plus gros projet de la chaîne. Une bande dessinée Profession Gangster, qui reprendrait toutes les histoires de la chaîne. Le but, prolonger l'immersion de tous ces récits passionnants. L'idée est alors de commencer avec l'histoire du gang des Lyonnais, puis de continuer avec les autres. À l'heure où la vidéo sort, il reste 1 semaine avant la fin de la campagne. Alors si le projet vous intéresse et que vous souhaitez qu'il se réalise, n'hésitez surtout pas à nous soutenir en cliquant sur le lien Ulule en description de vidéo. Autrement, comme d'habitude, vous pouvez vous procurer la dernière illustration Tipeee qui reprend le sujet du documentaire d'aujourd'hui. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Merci pour votre temps et prenez soin de vous.